Bienvenue à toutes et tous à l'occasion de cette nouvelle édition des soirées débats du Digital Lab, donc la plateforme au sein de HEC Liège qui promeut l'échange de vues et la collaboration entre les acteurs du numérique afin de mieux comprendre les enjeux liés à cette transformation numérique. Mon nom est Nicolas Neyzen et j'aurai le plaisir ce soir d'animer les échanges. Pendant 1 heure, nous allons parler d'e-health, de santé numérique, santé digitale, donc autrement dit l'intégration des technologies digitales dans le secteur de la santé, et ce à tous les niveaux, que ce soit en passant par le patient, le professionnel de la santé, les structures, des structures de soins, ainsi que l'administration à l'intérieur de ces structures. Pour parler de cette thématique captivante, j'aurai le plaisir d'avoir autour de moi 3 invités. Tout d'abord, Alfred Atipo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en informatique et fondateur et patron de Communicare Solutions, une entreprise technologique dans le domaine de l'e-santé, dont le produit éponyme est une plateforme logicielle qui permet une meilleure communication entre les patients et les soignants. Bienvenue. Merci. Giovanni Briganti, vous êtes médecin et docteur en sciences médicales. Vous êtes reconnu comme spécialiste de l'intelligence artificielle en santé, puisque vous avez pris la coordination du groupe de travail fédéral AI for Health au sein d'AI for Belgium. Et vous êtes aussi titulaire de la chaire IA et médecine digitale à l'Université de Mons. Merci de m'avoir invité. Et enfin, Delphine Gillemans, vous êtes psychologue clinicienne de formation, précédemment conseillère au Parlement de la Communauté française et au gouvernement wallon. Vous êtes aujourd'hui en charge des relations institutionnelles et de la stratégie au sein du CHU de Liège. Bonsoir. Eh bien, merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation à débattre sur les questions de santé numérique. Alors, pour structurer un petit peu le fil des 60 prochaines minutes, je vous propose de déterminer déjà les 3 domaines où l'on observe l'intégration des outils numériques dans le domaine de la santé. Premièrement, dans l'accompagnement et la communication avec le patient. Ça passe par la surveillance à distance, les téléconsultations, le partage de données, etc. Deuxièmement, dans la pratique même de la médecine, c'est-à-dire l'usage des technologies qui permettent d'améliorer l'efficacité des traitements, du diagnostic, d'actes médicaux tels que par exemple les opérations chirurgicales, etc. Et enfin, je l'ai déjà un peu mentionné, dans le support administratif du côté des établissements de santé, avec dossiers patients informatisés, la facturation électronique, la planification des horaires dans les services, etc., etc. Eh bien voilà, donc débutons, si vous le voulez bien, par le premier point, cet accompagnement et la communication avec le patient. Alors je vais d'abord me tourner vers vous, Alfred, puisque avec un nom tel que Communicare, j'imagine qu'on se situe quand même plus ou moins au niveau de la communication et de l'échange des données. Est-ce que vous pourriez déjà nous en dire un peu plus sur finalement cette solution que vous avez créée? Oui, Communicare, c'est la conjonction de la communication dans les soins, donc care dans les soins. L'idée de Communicare, c'est d'abord de remplir un gap qu'on avait détecté il y a plusieurs années déjà, qui était que des patients se trouvaient souvent dans des contextes particuliers en manque d'informations. Manque d'informations, surtout dans les maladies un peu stressantes comme l'oncologie, le cancer. Et donc, on se retrouve souvent vers Internet pour chercher de l'information, alors que c'est pas très fiable, souvent. Et donc, le besoin identifié était de dire que qui est capable de donner la meilleure information au patient, c'est l'équipe médicale qui le soigne, qui est capable de lui donner un outil sur lequel il va se reposer pour savoir de quoi il souffre, quel est le traitement qu'il a, quels sont les effets secondaires possibles de ce traitement, quels sont les signes et symptômes auxquels il doit faire attention. Et en même temps, quand il connaît tout ça, parce qu'on dit qu'un patient qui connaît mieux sa maladie va mieux se traiter, donc il va pouvoir mieux se surveiller et exprimer les bons signes et symptômes nécessaires à son suivi. Et donc le but de cette communication, c'est vraiment de permettre d'informer le patient, d'améliorer ce qu'on appelle sa littératie, sa compréhension de tout ce que je viens de citer, et puis de reporter
son ressenti vers les équipes soignantes, parce qu'à ce moment-là, on peut mieux les prendre en compte dans le traitement, on peut mieux guider le patient, ou le patient peut même guider le soignant dans le choix de la thérapie ou dans l'adaptation de la thérapie. Donc voilà, l'oncologie était le domaine où il y avait un besoin très fort, et puis on s'est rendu compte que finalement, dans toute autre maladie chronique, c'est possible, ces besoins sont là, pas seulement dans les maladies chroniques, mais aussi dans les épisodes de soins post-hospitaliers. Donc vous avez eu un événement soudain, vous avez été hospitalisé, et puis vous rentrez à la maison, on parle de ça en chirurgie souvent, et on rentre à la maison démuni. Un outil tel que Communicare peut servir à accompagner le patient pendant la période qui suit son hospitalisation dans le même contexte. Donc aujourd'hui, cet outil est adapté, est appliqué dans plusieurs services et dans plusieurs structures hospitalières, je suppose. Oui, exactement. Très bien. Giovanni, je vais vous faire réagir peut-être avec votre casquette de spécialiste de l'IA. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur AI for Health, mais en matière justement d'accompagnement et de communication avec le patient, est-ce que là, les technologies digitales, et peut-être particulièrement l'IA, a également un rôle à jouer aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, nous étions limités en médecine par les modèles épidémiologiques populationnels qui nous donnaient des renseignements par rapport à l'état des patients. On se basait sur des statistiques démographiques, mais aussi sur des tests d'inférence pour comprendre si des propriétés populationnelles étaient dégagées par rapport à un trait, un symptôme, une maladie, un risque, une complication, etc. Alors, avec la survenue d'outils technologiques tels que des applications médicales pour le suivi à distance des patients, pour le monitoring, pour la surveillance, nous pouvons désormais collecter à l'échelle du patient des données temporelles. C'est-à-dire que le même symptôme sera mesuré 4-5 fois sur une journée. Et en collectant tous les symptômes d'un patient et en le cumulant avec des traitements différents, on peut venir construire un modèle du patient qui, lui, va être opérationnel et précis sur le patient. Ce qu'on appelle la médecine personnalisée, ce qui permet en fait de suivre et de monitorer le patient à distance via des algorithmes qui vont prédire, sur base des enregistrements, ben voilà, cet enregistrement-là est critique, non pas parce que lui-même est sévère, mais parce qu'il donnera lieu dans le futur, dans X mesures, à la survenue d'un événement de complications. Et donc il faut anticiper le soin, et donc il faut contacter le patient, et donc il faut l'accompagner, le soigner en priorité. C'est véritablement ça la plus-value de l'intelligence artificielle dans l'accompagnement des patients via la surveillance à distance, et qui a permis aujourd'hui dans des tas de domaines différents de véritablement révolutionner la médecine. Je vais prendre 3 exemples. Le premier étant les maladies cardiaques. Des personnes âgées en situation isolée qui présentent des troubles du rythme étaient auparavant destinées à faire une complication là où personne n'allait pouvoir être capable de détecter qu'ils étaient en train de faire une complication. Le cœur ne bat plus comme il devrait. Alors qu'avant, on les retrouvait par terre chez eux quand une visite avait lieu. Aujourd'hui, avec des dispositifs connectés, on peut identifier des anomalies cardiaques à distance et intervenir là où il faut. Et donc, la personne âgée n'est plus isolée, par exemple. Un deuxième exemple dans le diabète. Pourquoi est-ce que je cite cet exemple? Il me parle tellement. Le diabète de type 1, où nous avons pu mettre en place des pancréas artificiels en boucle fermée, c'est-à-dire là où la collecte de glycémie temporellement chez le patient permet de savoir quand il faut injecter certaines quantités d'insuline. Et donc permettre au patient qui est diabétique de ne plus avoir le stigma de se dire ben voilà, je vais sortir avec des copains, copines au resto, je vais peut-être faire une crise. Non, ce poids sur la conscience, le stigma de la maladie diminue dans le cas du diabète, mais aussi notre compassion s'améliore avec une longévité qui est améliorée grâce à l'intelligence artificielle. Alors un troisième exemple, très hautement stigmatisant également, celui des enfants épileptiques. Imaginez un enfant, 5-6 ans à l'école primaire, qui commence à faire des absences qui sont non détectées par l'enseignant. L'enseignant commence à poser des questions, l'enfant ne répond pas, l'enfant est traité de con parce que finalement l'enfant ne répond pas aux questions. Alors maintenant, avec l'IA, avec les dispositifs qui peuvent accompagner les patients, on peut détecter les crises d'épilepsie avant qu'elles ne se passent, pendant qu'elles se passent.
on écarte l'enfant de la classe et on peut le prendre en charge. Ça, c'est, je pense, une survenue majeure. Voilà, 3 exemples pour illustrer l'apport de l'IA dans l'accompagnement des patients. Merci Giovanni. Delphine, je vais me retourner vers vous et peut-être aussi des exemples au CHU de Liège. Est-ce que dans l'accompagnement des patients et dans les interactions que vous pouvez avoir avec les patients, est-ce que le digital a changé la donne ces 5-10 dernières années ? Alors, le digital a changé la donne. Ceci étant, à l'hôpital, la réflexion sur la digitalisation, elle se fait toujours par rapport à l'humanisation. Et donc, la considération, c'est vraiment de prendre le digital au service de l'humain. En fait, un hôpital, c'est comme une micro-société, avec ses failles, avec sa structuration, avec ses transitions qui se répètent, avec ses crises potentielles. Et en fait, un hôpital, c'est un agglomérat de personnes vulnérables qui prennent soin, en fait, d'autres personnes vulnérables. Et effectivement, les outils numériques et la digitalisation permettent toute une série d'avancées qui sont soit au bénéfice direct du patient, comme par exemple via Communicare, mais aussi par exemple on a mis en place une stroke unit, donc vraiment une unité qui permet d'agir, de faire intervenir à distance par visioconférence des spécialistes en cas de suspicion d'AVC. Donc l'AVC, on sait vraiment que plus on le prend tôt et plus on peut réduire l'impact et améliorer le pronostic du patient. On a aussi, dans toute une série d'autres pathologies, notamment le diabète, recours à ces outils-là, digitaux. Ceci étant, ce qu'on remarque, c'est que ça nécessite des ressources humaines en termes de formation des professionnels par rapport à l'outil digital. Ça passe aussi notamment par une démystification de la digitalisation. Encore trop souvent, il y a une espèce de tabou interne qui est de considérer que la digitalisation va supprimer l'humanité dans les soins. Ce n'est pas le cas, mais il faut l'expliquer et il faut pouvoir former le personnel à cet aspect-là. Cette formation implique des compétences instrumentales liées à l'outil, mais aussi des capacités cognitives particulières. Et par ailleurs, il y a des caractéristiques aussi qui sont liées aux patients. Il y a le degré de littératie numérique, mais il y a aussi des caractéristiques cognitives qui font qu'un patient à qui on va amener la possibilité d'un outil digital va peut-être améliorer la gestion de la pathologie en tant que telle, mais va susciter une anxiété supérieure qui est liée à l'utilisation du dispositif. Est-ce que c'est, pardon de vous couper, est-ce que c'est, en préparant cet échange, vous parliez aussi de problèmes psychosociaux liés à la digitalisation au niveau des patients. Est-ce que ça a un lien avec cela ? C'est notamment en lien avec ça. Donc il y a des caractéristiques sociales qui font qu'il peut y avoir une fracture numérique, mais aussi une précarité digitale par rapport à l'outil. Indépendamment de ce que l'on peut mettre en place pour certaines personnes, ça ne suffira pas forcément à les rendre compétents dans l'utilisation de l'outil. Par ailleurs, il y a aussi toute la question de l'interprétation des données. Il y a des patients chez qui le fait d'avoir un suivi très très régulier va susciter une forme de réassurance. Chez d'autres, ça va créer une illusion de contrôle qui va faire en sorte qu'ils vont davantage se distancier des pratiques saines en se disant que de toute façon ils sont contrôlés. Donc ça, c'est un effet retors de la dématérialisation. Et d'autres qui au contraire vont tomber dans une espèce de contrôle à tout va et qui ne vont pas savoir décrocher de leur application. C'est comme si à ce moment-là, l'identité personnelle de l'individu était transposée dans une sorte d'identité numérique. Et donc finalement, rendre acteur de sa santé au travers d'une information qui passe par des canaux digitaux, ça implique aussi la prise en considération de certaines caractéristiques psychologiques et sociales. Et notamment, il y a des capacités cognitives qui rendent les patients plus susceptibles d'adhérer sans effet retors, je vais dire, que d'autres. Et c'est important, la qualité relationnelle en fait avec le patient en amont de la mise en place d'un outil tel que celui-là, elle est hyper importante. Et ça, c'est la preuve qu'on aura toujours besoin à l'hôpital, évidemment, d'humains pour faire cette médiation-là. Giovanni, vous vouliez réagir ? 2 points, effectivement. Il y a des études qui montrent, dans le cadre d'application de suivi de certains paramètres, dans le cas de pathologies chroniques notamment, qu'il y a une anxiété de non-conformisation à ce que la norme devrait être. Donc, le patient se dit « Ok, j'ai un outil ». On attend de moi à ce que maintenant j'aille en bonne santé puisque j'ai l'outil qui me permettra d'être suivi et d'aller en bonne santé. Mais en fait, je n'arrive pas à me conformer pour des raisons qu'on vient d'évoquer. Et donc, il y a une véritable conséquence psychologique qui crée de l'anxiété, qui crée par ailleurs des symptômes dépressifs qui a été retrouvés dans différentes études. Le deuxième point, c'est la notion de bonne santé va évoluer sur base des applications d'accompagnement de patients. Pourquoi ? Parce que les modèles sur lesquels ils se basent sont souvent transposés d'une certaine population.
qui ne sont pas forcément applicables dans le cadre d'autres régions dans le monde. Je vais vous faire un exemple. Si on conforme un modèle d'intelligence artificielle sur le fonctionnement physiologique d'une population allemande, et qu'on le transpose, par exemple, ici à Liège, il y aura une différence significative dans la performance d'une population par rapport à une autre qui va faire que, par exemple, le Liégeois, il va être, sur certains aspects, non conforme à ce que le modèle dit. Et dans ce cadre-là, il faut bien prendre en compte d'où vient le modèle, d'où viennent les mesures, pour expliquer justement, comme on le disait, que la non-conformité peut être aussi signe de bonne santé à un certain moment. Alfred, j'ai envie de vous faire réagir peut-être parce que vous avez des patients qui bénéficient alors d'une certaine transparence par rapport aux données. Quelles sont les réactions, quels sont les comportements, les changements de comportement que vous voyez chez les patients qui bénéficient quelque part aussi de ce genre de technologie? Ça rejoint un peu ce que Delphine dit, c'est que au départ, ce type d'application a pour objectif de réduire l'anxiété chez les patients. Parce que on comprend mieux et on est mieux anxieux par rapport à des signes et symptômes qui arrivent. Mais on peut se retrouver dans des situations qu'elle cite où l'utilisation quotidienne d'un outil va générer un autre type d'anxiété qui n'est pas lié à la méconnaissance de la maladie et du traitement, mais plus à numérisation, c'est-à-dire l'inquiétude de savoir si tout va bien ou si tout... Est-ce qu'on peut aussi parler d'une addiction par rapport à l'usage? Voilà, tout à fait, une addiction. Là. Et alors nous, on a, dans notre processus, on a toujours essayé dans chaque pathologie qu'on va envisager, de faire des études cliniques pour évaluer justement quel est le bénéfice que l'application ou la solution qu'on amène aux patients va apporter, et si vraiment il y a ces bénéfices attendus et s'il y a d'autres conséquences qu'on observe. Et donc on a pu, dans différentes études, voir que effectivement dans l'utilisation, il y a une acceptabilité des patients qui est très forte, qui est plus forte que chez les professionnels de santé. On peut y revenir plus tard. Il y a aussi cet aspect que il est motivé par la facilité d'utilisation qu'on peut donner à une application, que ça soit quelque chose qui n'est pas trop compliqué et qui ne nécessite pas trop de capacité trop technique pour l'utiliser. Donc c'est un effort qu'on doit faire pour mettre en place ce genre de solution et pour répondre à ce côté pratique d'une solution qui est acceptée par les patients et qui les amène au but attendu qui est participer à la prise de décision médicale parce qu'ils contribuent, parce qu'ils comprennent et parce qu'ils contribuent à ces données-là. Très bien, merci. Alors là, vous avez soulevé un point intéressant et sur lequel je sais que, Giovanni, vous êtes un peu perplexe, c'est-à-dire la validation de certaines technologies en santé. Alfred nous a parlé des études cliniques qui sont utiles et nécessaires. Est-ce que vous pourriez dire un peu comment, Giovanni, elles sont validées aujourd'hui et pourquoi vous avez un doute sur l'efficacité des processus de validation? Les sciences de la vie sont très différentes des sciences industrielles sous ce point de vue-là. C'est que nous avons un besoin méthodologique de valider nos résultats par des réplications primaires et secondaires des études. Il ne suffit pas de développer un modèle, développer une application qui fonctionne dans un certain contexte. Il faut vérifier que cette même application soit applicable dans d'autres circonstances. À titre d'exemple, déjà de base, dans les études des sciences de la vie, on retrouve une très faible réplicabilité des résultats scientifiques. Donc, quand moi, médecin, je fais une étude dans un hôpital, dans un service bien particulier, ce n'est pas parce que je trouve des résultats probants qu'alors tout le monde doit faire comme moi. Avant de valider mes résultats, je contacte un collègue d'abord dans un autre hôpital en Belgique, mais puis je vais aller en Allemagne, puis je vais aller en France, puis je vais aller au Royaume-Uni pour retester la même hypothèse dans d'autres populations. Il en est de même pour les applications digitales et leur valeur ajoutée. Que ce soit des applications qui incluent de l'IA, que ce soit des applications qui n'incluent pas de l'IA, on doit tester le flux clinique qui est modifié à l'aide de cette application ou d'un modèle d'intelligence artificielle. On doit d'abord le tester dans le cadre spécifique d'un service, d'un hôpital, on le fait par partenariat, mais une fois qu'on a des résultats probants, il faut donc valider. Et malheureusement,
Les premières études qui, en tant que méta-analyse, essayent de voir combien de sociétés, combien de solutions ont effectivement fait cette étape, on voit que moins d'une étude sur 1000 le fait. Ce chiffre nous provient de la radiologie, qui est le domaine qui est le plus avancé en matière d'intelligence artificielle en santé, et c'est un chiffre qui fait peur. Dans le cadre des autres aires d'application, je m'attends à ce que effectivement les études de validation soient encore inférieures en nombre. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que ces solutions, elles vont soigner des membres de votre famille, de ma famille, peut-être vous et moi un jour. Et donc, il me semble tout à fait nécessaire de se dire que, avant qu'un modèle rentre en contact avec le patient, mais il doit être validé. On doit savoir qu'il fonctionne comme il est supposé fonctionner. Et donc il ne peut pas être standardisé, il doit effectivement être adapté à chaque cas, à chaque situation. Une solution telle que la vôtre, Alfred, elle ne peut pas, on a parlé tantôt que vous avez d'abord commencé par le service d'oncologie. Est-ce qu'elle se décline selon que tel ou tel hôpital utilise votre solution ou tel service? Est-ce qu'il y a des spécificités qui tiennent compte justement de ce que Giovanni Tout à fait. Il y a des spécificités, c'est ce qui nous oblige à faire chaque fois des études dans chaque pathologie pour prouver que ça fonctionne. Et malheureusement, il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Comme dit Giovanni, on se rend compte que des patients dans une situation bien précise ne vont pas avoir le même comportement que des patients qui sont chroniques. Donc, on a l'exemple de l'AVC, par exemple, post-AVC, où nos études n'ont pas été concluantes pour diverses raisons. Mais on les prend en compte, ces données-là. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais on essaie de voir quels sont les éléments qui font que ça fonctionne dans tel cas et pas d'autres. Ça, c'est le principe de l'application. Mais après, quand on est dans des situations où on implique aussi des modèles d'intelligence artificielle, là, c'est encore plus crucial de valider parce que on va créer des modèles sur... Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle que nous, on implémente? C'est apprendre sur des données. Mais les données qu'on a utilisées pour apprendre et pour permettre au modèle de fonctionner dépendent d'un contexte particulier, d'une population donnée. Et donc, on ne peut pas le répliquer tel quel sur un autre type de population. Donc, vous êtes complètement aligné sur ce qui vient d'être dit. On a des biais qui sont évidents, oui. Ils sont connus, les biais de population, les biais de... par exemple, c'est dispositifs même n'ont pas le même comportement sur une peau blanche et une peau noire. Vous voyez? Et donc, un saturomètre, un bête saturomètre, vous le mettez sur la même personne, vous n'avez pas les mêmes résultats dans des contextes différents. Donc voilà, les études sont nécessaires pour valider et trouver le juste milieu, mais aussi adapter les algorithmes au type de population. Moi, c'est plutôt une question que ça me suscite en vous écoutant. Est-ce qu'il n'y a pas du coup une part qui est irréductible et qui ne sera jamais réplicable, qui est liée au fait que dans la digitalisation des outils de santé, finalement, le livrable n'est pas un produit qui est relatif à quelque chose que l'on a, mais c'est relatif à quelque chose que l'on est. Et donc, qui est lié à la vie, à la survie et à la qualité de vie. Et ça comporte immanquablement, irrémédiablement, une part émotionnelle et irrationnelle dans l'appréciation de l'utilité du dispositif. Et donc je me demande dans quelle mesure ça ne nourrit pas une certaine subjectivité qui est inhérente au modèle, quelle que soit la solution trouvée, et qui fait que finalement, il y a toujours une petite part qui ne sera pas réplicable. C'est une question, hein, en vous écoutant en fait. Donc, oui, certainement. Il y a des facteurs à la fois subjectifs, à la fois populationnels, culturels, sociologiques, qui vont faire que dans certains échantillons, certaines choses ne vont juste pas fonctionner. Mais n'est pas là l'utilité de l'outil. Je pense que l'outil, le modèle, doit avoir une tâche qui est bien définie sur laquelle il va agir pour faire quelque chose, prédire, diagnostiquer, accompagner le patient, sur la part qui est modifiable, sur la part sur laquelle on peut venir faire quelque chose. Par contre, effectivement, comme vous dites, l'imperceptible, lui, c'est le système de soins de santé qui va prendre en charge. Personne d'autre peut le faire à la place. Oui, oui. Et c'est pour ça que pour tuer directement la bête dans l'œuf, c'est qu'il est impossible de se servir d'une machine pour remplacer l'homme. Rien que pour ça. C'est que la complexité est telle que l'outil peut être au service, mais jamais remplacer ce que nous sommes en tant que soignants.
Alors, je vais rebondir du coup par rapport à l'hôpital. Est-ce que parmi les collègues, les médecins à l'hôpital, est-ce qu'il y en a qui ont véritablement encore alors peur justement de cet effet de remplacement de la technologie digitale et la question subsidiaire, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au niveau institutionnel pour faciliter l'adoption, non pas du côté patient, mais plutôt alors des équipes médicales? Alors, on l'observe au niveau de la population médicale, mais de ce qui me revient, ce n'est pas là que les freins se manifestent le plus, c'est plutôt au niveau administratif. Parce que la digitalisation, elle sert aussi à l'objectivation de toute une série de données, à l'automatisation aussi de la récolte et du traitement. Et on se rend compte que non seulement ça permet de générer des indicateurs auxquels on n'avait pas accès avant, mais ça nécessite une révision sur les processus. Et c'est là que dans une organisation comme un hôpital, quand on digitalise, on touche au processus, à l'organisation et aux personnes. Et inévitablement, quand on touche aux deux premières composantes, on applique la troisième. Ce sont des déconstructions qui se font au fur et à mesure, on en discute. Souvent, le fait de présenter l'objectif est une première clarification nécessaire pour que tout le monde s'accorde sur la nécessité de basculer, notamment par exemple récemment, il y a environ 1 an d'ici, on a basculé vers des bornes électroniques à l'entrée de l'hôpital. La première des questions qui est tout à fait légitime, c'est que les agents qui s'occupaient de ça se sont demandé ce qu'ils allaient faire et à quoi ils allaient servir. Et là encore, il y a toujours une composante qui est irrationnelle mais qui est importante, c'est que je suis convaincue qu'on ne travaille pas dans un hôpital par hasard et que quand on travaille au contact des patients, il y a cette crainte de perdre le contact avec le patient. Et si on touche à cet élément-là et qu'on dit aux personnes, dorénavant, vous n'aurez plus besoin d'assurer ça parce que vous serez au guichet à faire des tâches qui seront beaucoup plus efficaces pour la structure, ça ne matche pas. Elles ne sauront pas trouver du sens à ce pourquoi elles sont là. Donc c'est tout un travail d'accompagnement. Pour vous rassurer, ça s'est très bien passé, justement parce qu'on a entendu et qu'on a permis aux personnes qui assuraient la tâche, qui n'était plus réalisée par elles, de se consacrer à d'autres choses. Et donc, en fait, la première réaction que l'on observe, nous, quand on amène une solution de digitalisation, c'est qu'en fait, c'est vu sous un prisme qui est quantitatif de ce que l'on gagne, ce que l'on perd. Et quand on explique par un effort de pédagogie qu'il ne s'agit pas de faire moins ni plus, il s'agit de faire autrement et qu'on travaille ça ensemble, alors ça va. Alors comment est-ce qu'on le fait? Eh bien on le fait par de la formation, sensibilisation et on donne la possibilité aussi aux personnes qui sont plus en difficulté avec le changement de travail de mener par exemple avec elles des entretiens individuels pour voir comment elles se situent par rapport à leur engagement au travail et par rapport à ce que l'institution peut encore faire pour que le sens dans la fonction persiste. Très bien, c'est une très bonne transition à la digitalisation au sein des structures même des établissements de santé. Alfred, j'imagine que là aussi, quand vous cherchez à étendre un petit peu vos parts de marché, donc d'essayer de proposer vos produits, est-ce qu'il y a parfois des obstacles, des réticences par rapport à un usage classique? Quels sont les freins, pour réutiliser le mot que Delphine a utilisé, qui se posent le plus souvent? Ah oui, il y a plusieurs freins. C'est que, tout d'abord, pour que de tels outils soient utilisables, je parlais du côté facile pour les patients, mais du côté des hôpitaux ou des institutions de soins, il faut que ça s'intègre dans la manière de travailler. Il ne faut pas que ça vienne apporter un effet disrupteur des processus de la démarche de soins. Il faut que ça s'ajoute à ce qu'on appelle le standard of care pour que ça le complémente. Ça, c'est sur l'aspect organisationnel. Après, sur l'aspect technique, il faut que ces outils s'adaptent, s'intègrent avec les systèmes informatiques, parce que sinon, on crée des silos qui ne sont pas intégrés. Les données des patients viennent dans un système et le médecin, l'infirmière, le pharmacien à l'hôpital doit changer d'un système à l'autre pour consulter les données. Ce n'est pas pratique et c'est un vrai frein pour que ces systèmes s'adaptent au sein de l'hôpital. Est-ce que là, alors, en termes d'interopérabilité, si j'entends bien, parce que j'imagine que vous n'êtes pas le seul à proposer des applications et qu'il en existe une multitude, est-ce que là, il n'y a quand même pas aussi un défi de faire en sorte que les systèmes se parlent entre eux? Tout à fait. Donc il y a aujourd'hui des normes d'interopérabilité qui existent. Tout le monde ne les applique pas. On a ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire des systèmes anciens qui ne sont pas capables de s'adapter à ces nouvelles normes d'interopérabilité. Mais nous faisons l'effort de
de moins suivre les normes les plus standards pour que on soit ouvert et que ça s'intègre plus facilement dans les systèmes informatiques hospitaliers. Le point crucial de l'adoption de tel système, c'est au niveau financier. Aujourd'hui, quand on utilise les systèmes de santé digitale, qui paye? C'est vraiment la question cruciale. Est-ce que c'est le patient qui doit payer? On est dans des systèmes de soins en Europe qui fait que le patient est habitué à ne pas payer ses médicaments, donc pourquoi payer une application qui lui permet de rester en contact avec les soignants? Les hôpitaux peuvent-ils payer? Ont-ils les moyens de payer? On connaît la situation financière des hôpitaux et le mode de financement. Peu d'hôpitaux sont capables de payer ce genre de système s'ils n'ont pas un bénéfice, ils n'en voient pas un bénéfice immédiat dans leur opération et dans leur manière de travailler. Et donc, on se retourne souvent vers la sécurité sociale. Et là, c'est une problématique qui dépasse donc les hôpitaux, mais qui va aller au niveau régional ou national. Et on sait que, par exemple, en Europe, la santé est la chose la moins bien partagée. Il n'y a pas de système central qui permet de faire ça. Donc chaque pays a son approche de financement de ce genre d'outils. On va revenir aux politiques publiques, on terminera certainement par là, mais avant ça, j'aimerais revenir avec vous, Giovanni, sur un des freins qui a été mentionné, c'est-à-dire tout simplement l'argent, le coût que représentent les solutions. En matière d'IA, j'imagine que vous avez dit par exemple en radiologie, c'est fort utilisé, mais j'imagine qu'il y a d'autres services qui potentiellement pourraient y faire appel. Est-ce que là aussi, du point de vue du praticien que vous êtes, le coût, est-ce qu'il y a l'interopérabilité avec des systèmes existants, est-ce que ça c'est une réalité que vous voyez concrètement aussi en interne? Cette question m'inspire à faire l'économie, cher professeur Nielsen. Je me rends compte que je suis ignorant à ces questions et qui sont tout à fait importantes. Alors, d'un point de vue finance, l'essentiel pour l'hôpital, c'est définir un business model. Avec une application de suivi, de diagnostic, l'essentiel, c'est de se dire, peut-on devenir rentable? C'est peut-être un peu dur à dire, mais c'est la question que tout hôpital se pose face à un outil qui est présenté. On vient me présenter un outil, j'aime bien cet outil, on pourrait l'appliquer, le clinicien est éventuellement enthousiaste de l'appliquer, mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Or, selon le type d'outil d'IA, on peut soit créer des types de soins qui n'existaient pas auparavant, des nouveaux types de consultations, des nouveaux types de suivi à distance, de planification de soins de patients qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc financer des nouvelles équipes, de nouveaux paramédicaux, de nouveaux médecins qui vont venir travailler à l'hôpital. Et donc accroître l'offre de l'hôpital et améliorer l'accessibilité de la santé. Pour certains types d'applications, et c'est souvent des applications de suivi de patients à distance ou de diagnostic, le business case il peut être fait de façon très aisée par l'hôpital. On peut dire, voilà, grâce à cette application, on s'attend à faire X% plus de consultations ou X% plus de diagnostics, d'examens, et donc on pourra financer toute une partie de l'offre de soins. Et puis, il y a tout un cas d'application où ce n'est pas le cas, où le return on investment, il n'est pas tout à fait évident. C'est peut-être moins direct, ça peut être la qualité de vie ou la performance des soignants au travail, ça peut être la réduction du burn-out de certains paramédicaux, ça peut être la réduction de l'administratif et donc tout simplement l'épanouissement ou le bonheur au travail qui pourrait induire une autre performance du clinicien au travail. Et donc nous avons aujourd'hui ces deux arbres d'application, selon le domaine bien évidemment. Certaines pour qui l'hôpital peut investir, il sait qu'il aura un retour, et d'autres où, s'il investit, ça sera difficile de mesurer ce qu'il va rapporter. Donc, les hôpitaux se situent devant une conclusion qui est souvent trop hâtive, c'est celle de dire « faisons un pilote ». Et ça, on vient donc au fait d'offrir une technologie à des patients qui vont l'adopter pendant certains mois pour voir si elle fonctionne. Et puis, il faut décider s'il faut bien acheter cette technologie ou la prolonger, et hop, il n'y a plus d'argent. La technologie, elle disparaît. Et le patient qui est habitué à être soigné d'une nouvelle façon, il n'a plus cette technologie. Et que fait-on après? Et le patient disparaît aussi, du coup. Enfin, en tout cas, il ne consulte plus dans l'hôpital, donc en termes de rentabilité,
pas optimal non plus. Bien, passons peut-être à un autre point que vous avez jugé important lors de la préparation de cette soirée débat, c'est la question de la formation et des talents. Vous avez été plusieurs à soulever la question. Delphine, je vais me tourner vers vous peut-être sur l'importance justement aussi de la formation, parce qu'on sait que les technologies digitales, on a évoqué la question de la fracture numérique aussi, peut-être même au sein même de l'hôpital, pas juste, il y a les patients qui ne sont pas tous égaux, mais aussi peut-être des collègues qui ne sont pas toujours à l'aise. Quelle est justement alors, si on prend le CHU de Liège ou de manière plus générale, l'importance que vous accordez à la formation aux technologies digitales? Alors, en tout cas, il y a au moins 2 éléments. Je dis au moins parce qu'il y a aussi en complément le rapport que chaque personne a par rapport à la digitalisation. Mais il y a au moins la formation initiale et la formation continue. Ça peut être inquiétant pour un hôpital qui va devoir articuler toujours davantage la digitalisation et l'humanisation, de savoir que la plupart des métiers dont on a besoin ou dont on aura besoin n'existent pas encore ou n'ont pas de formation initiale dédicacée encore à ce stade. Mais je pense que la formation initiale, en tout cas, est quelque chose de fondamental sur lequel, au niveau du CHU, on n'a pas prise, si ce n'est au niveau de la faculté de médecine, parce que dans le parcours des étudiants, il y a toute une série de sensibilisations à ces aspects-là. Et puis, quand les étudiants, les assistants viennent, ils ont l'occasion de pratiquer. Mais la formation continue, elle est très très importante et elle est naissante. En tout cas, chez nous, elle est vraiment naissante. Et en fait, on a décidé de l'inclure dans un de nos enjeux de responsabilité sociétale, rattaché à l'innovation, parce que pour nous, la digitalisation est indissociable de ça. La difficulté, c'est toujours celle de l'investissement, c'est-à-dire du temps que l'on va accorder et de la confusion qu'il y a entre le coût et l'investissement, en fait. Quand on examine dans un hôpital et dans une structure qui certainement doit être rentable et dont on vise surtout qu'elle soit soutenable à long terme et pour prendre en charge en tout cas les pathologies et les patients. La difficulté pour un hôpital, c'est toujours de rester dans un modèle qui permet d'assurer l'objectif principal qui est associé intuitivement quand on pense hôpital, c'est-à-dire le soin. Or, c'est un peu, ça serait naturel de considérer que tous les éléments qui sont connexes, ce sont des coûts et pas des investissements. Et en réalité, investir dans la digitalisation et donc dans la formation à la digitalisation, c'est aussi soutenir l'innovation. Et là, la manière dont on s'en sort aussi, c'est qu'on fait le lien très très fortement entre l'hôpital, en tout cas le CHU, et tout le secteur des sciences du vivant, donc tout le life sciences qui est autour. On développe par exemple des projets qui au départ couvrent comme ça un tout petit peu au niveau des équipes. On les soutient et puis on se rend compte que petit à petit on émerge et on dégage des solutions. Je vais citer un exemple parce que pour moi la digitalisation est fort assimilée à la dématérialisation et en réalité j'ai un exemple qui est vraiment édifiant et qui est super porteur où en fait la digitalisation débouche sur une matérialisation. Sur un de nos sites, à Esneux, une équipe composée au départ d'un éducateur spécialisé, d'un kiné et puis étoffée progressivement, a mis en place un système de composition d'orthèses ou en tout cas de matériel adapté pour des personnes qui ont des handicaps divers. Et en fait, le propre de cette solution digitale qui passe par une imprimante 3D, c'est de construire l'outil sur le besoin spécifique du patient. Donc là, il n'y a aucune recherche de réplicabilité. C'est du personnalisé, avec un coût hyper infime, celui de l'impression 3D. Et en fait, on se rend compte que le patient participe, on évalue sur lui l'efficacité de la solution, et la solution lui permet de gagner en autonomie, et en fait, on a fait un investissement. En soutenant, ce qui avait au départ un coût est devenu un investissement pour les patients, un sentiment de satisfaction aussi pour les équipes, et maintenant, c'est devenu un grand projet qui a été soutenu par la Wallonie et qui maintenant prend vraiment de l'ampleur et qui s'appelle le projet CapLab, comme ça vous savez. Et c'est un projet qui est vraiment amené à s'exporter. Donc au départ, d'une solution digitale construite au départ du patient, on a la matérialisation d'un support qui permet de rendre de l'autonomie à un patient. Merci. Très bel exemple, effectivement, qui est assez éclairant. Alfred, j'ai envie de vous faire réagir. Est-ce que là, mettre le patient au centre de futurs développements, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi, je veux dire, qui vous parle? Et puis, j'en reviendrai quand même aussi à cette notion de talent et de formation, puisqu'on a légèrement dévié dans un second temps, mais peut-être d'abord voir un peu...
le concept d'accompagnement, c'est vraiment mettre le patient au centre déjà. C'est-à-dire que c'est tout son ressenti va guider les équipes médicales sur le traitement à lui donner et sur la possibilité de l'adapter ou pas, en tenant compte de son ressenti à lui. Et donc c'est déjà fondamentalement ce qu'on fait, c'est-à-dire que il peut arriver des situations où malgré l'efficacité d'un médicament, supposé d'un médicament, qu'on décide de l'arrêter parce que le patient n'a pas une bonne qualité de vie avec. Et donc ça, c'est des situations qu'on vit en oncologie qui sont importantes dans le type d'outils qu'on met en place. Très bien. Et alors pour rebondir peut-être sur la question de départ, sur les formations, est-ce que vous faites face à, dans le secteur, on va dire un peu health tech, parce que vous n'êtes pas le seul sans doute à être dans cette niche technologique dans le domaine de la santé, en termes de talent, est-ce que c'est facile de recruter? Est-ce que vous avez de la concurrence aussi peut-être? C'est très difficile de recruter. L'éducation, c'est sur deux volets de notre point de vue. Il y a le côté des professionnels de santé qui doivent utiliser nos outils, qui doivent être formés à ça, qui doivent en être conscients et qui doivent avoir une fibre par rapport à la technologie. Nous avons vu de plus en plus, par exemple, des mémorants en médecine qui ont fait leur thèse avec nous sur des sujets bien précis. C'est très appréciable parce que c'est eux qui apportent les idées et qui vont valider ces idées-là en même temps qu'ils font ce travail-là. Mais par exemple, Giovanni est un exemple concret de ce type de ce prototype de nouveau médecin ou professionnel de santé avec la fibre informatique dont nous avons aussi besoin dans nos sociétés. Est-ce que Giovanni est une exception aujourd'hui? Est-ce que vous en connaissez beaucoup qui ont, comme vous dites, cette fibre technologique? Pas beaucoup. Pas beaucoup, justement. Et donc, notre problématique en tant que société qui développe ces solutions-là, c'est d'avoir au sein des sociétés des personnes qui ont ces profils, qui ont une bonne compréhension, qui connaissent bien le domaine médical, mais qui vont aussi aider les informaticiens, les ingénieurs, les data scientists à comprendre le besoin et à les appliquer correctement. Et donc, on a cette dualité qui est nécessaire. Très bien. Et il est difficile aujourd'hui de trouver du personnel qui fait ça. Par rapport, si je peux me permettre, à ce que vous dites, il y a vraiment, c'est vrai, trouver des professionnels, même à l'hôpital, enfin, c'est compliqué. Il y a alors un autre degré de complexité, c'est qu'il faut avoir une fibre par rapport à l'utilisation de l'outil, mais il faut aussi pouvoir interpréter la donnée. Et quand on n'interprète pas la donnée, on perd le sens de l'outil. Et donc, si accompagnement il doit y avoir en interne, pour moi, il doit être sur la compétence instrumentale, mais aussi sur le sens que ça génère. Et ça passe par l'appréciation du patient, mais aussi par la compréhension du personnel sur ce qui sera fait des données ainsi récoltées. Giovanni, question très, très cash du coup. Est-ce que les futurs médecins doivent non seulement être de bons médecins, mais aussi de bons data analystes, des informaticiens, des techniciens de l'IA? C'est une question qui effectivement soulève des tas de suppositions, des tas d'hypothèses. Je ne suis pas convaincu que tout le monde doit avoir cela. Par contre, ce que je regrette et ce que j'essaie de mettre en place moi-même, c'est qu'il faut travailler sur le manque d'éducation épistémologique et méthodologique des médecins. Ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des universités européennes, la méthodologie, la statistique, la recherche clinique, l'épistémologie scientifique n'ont pas leur place, en tout cas pas la place qu'ils méritent à une ère où se poser les bonnes questions est devenu essentiel. C'est limite la dernière des choses qui nous restent en tant qu'hommes et en tant que médecins. C'est se poser les bonnes questions, exercer son libre examen. Et donc quelque part, quand on voit les nécessités, on essaie de mettre en place des solutions dans toute la chaîne de la formation pour apporter une réponse à cela. C'est ce que je fais. J'ai mis en place les premières formations initiales continues de Belgique en matière de santé digitale et d'intelligence artificielle. Et on a maintenant tout le spectre qui est couvert, puisque dans la formation initiale, tant à l'Université de Liège, à l'Université de Mons et à l'ULB, nous avons mis en place désormais des cours
qui couvre tout, la santé digitale, que nous partageons par ailleurs à l'Université de Liège, l'intelligence artificielle, l'informatique médicale, les sciences des données, les statistiques, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment dans la formation initiale. Si on veut rendre les cliniciens ne fût-ce que sensibilisés à la question, on doit les charger avec ces matières. Ça pourrait paraître secondaire à l'apprentissage clinique, mais à l'ère où des outils d'intelligence artificielle générative sont plus performants que les meilleurs étudiants en médecine, je pense qu'il faut renforcer davantage le profil autoréflexif de nos futurs médecins. Ça, c'est en formation initiale. On est les premiers au monde, en Belgique, à mettre en place des cours obligatoires de santé digitale, d'intelligence artificielle pour les étudiants en médecine. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde, on peut chercher, tout ce qu'on trouve, c'est des cours optionnels. Et encore, ça n'arrive quasi jamais en faculté de médecine. Ça, c'est pour la formation initiale. Pour la formation continue, nous avons deux opportunités. C'est qu'il faut à la fois former les cliniciens sur le tas, et là, soit on doit éduquer par rapport à un outil bien spécifique, là que la firme qui produit l'outil ou l'hôpital qui adopte l'outil peut veiller à cette formation-là. Ça commence à se voir. Mais il existe aussi une formation continue où il faut former par e-learning, ne fût-ce que sensibiliser à certaines questions de la santé digitale. Et ça, on produit désormais des e-learning à destination des cliniciens, peu importe leur profil, qui se mettent à jour chaque année en partenariat avec certains acteurs. Et puis, il faut de la formation continue pour former les exécutifs, les gens qui vont prendre en charge ces projets à l'intérieur de l'hôpital. On le dit bien, ou dans des structures privées, on le dit bien, ces profils manquent. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un certificat interuniversitaire intelligence artificielle et santé digitale. Mais il en existe d'autres, notamment le MASIM, qui est notamment piloté par l'Université de Liège en collaboration avec l'Université de Mons, pour l'informatique médicale, où on forme ces hybrides. Les hybrides qui vont être au centre des nouveaux processus cliniques de prise en charge des nouvelles solutions. Ce n'est qu'en France, cette large éventail de formation qu'on peut relever le défi quelque part. Donc c'est bien parce on est loin d'être à la traîne. C'est un petit cocorico pour la Belgique là, ce que vous nous faites. Je pense qu'on est effectivement non seulement bien placé, je pense que là, pendant les 3 prochaines années, on est en peloton de tête. Bien. Bon, ben ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Passons au dernier, parce que je vois que le temps avance. Dernier chapitre, peut-être, vous l'avez un peu mentionné, ce sont tout ce qui est politique publique et accompagnement à la digitalisation des soins de santé. Alors, Delphine, je me tourne naturellement vers vous, puisque vous avez été conseillère pour le pouvoir public, en Wallonie en tout cas. Quel est le rôle alors des autorités publiques dans le soutien et la régulation de la santé numérique? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il en faut plus? Ici, on a vu qu'il y avait des initiatives privées dans l'enseignement et la formation qui étaient très à l'avance, sur un peu fer de lance. Est-ce que là, au niveau des pouvoirs publics, c'est quoi votre regard par rapport à la situation aujourd'hui pour la digitalisation? Alors, on en parle de plus en plus, en tout cas au niveau des autorités. Par contre, il ne faudrait pas faire un digital washing comme on a fait un greenwashing. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut combiner la promotion de la digitalisation dans les structures tout en soutenant véritablement les structures pour la mise en place. Et là, on revient encore une fois à la question des financements. Effectivement, si on fait reposer la digitalisation, si on considère que la digitalisation dans les soins est un élément qui rend le patient plus acteur de sa santé et que ça contribue à une médecine qui est plus préventive, plus prédictive, plus participative, alors on considère que c'est important. Si on ne soutient pas par les politiques publiques la possibilité de le faire, on ne fait que creuser un fossé. Or, les politiques publiques ont plutôt ambition de mener justement, en tout cas de prendre des mesures pour réduire les inégalités plutôt que pour créer un système qui est toujours plus dual. Parce qu'en matière de santé, la dualité, elle est inscrite dans le fonctionnement de la santé, malheureusement. Comme vous le disiez, la santé, c'est un des éléments qui est vraiment réparti de manière très inégalitaire sur le territoire. Mais quand on regarde même le territoire de la Belgique, il y a vraiment des poches de précarisation qui sont très importantes par rapport à l'accès à la santé et par rapport aux soins. Et donc, évidemment, les politiques publiques doivent soutenir, mais ça ne doit pas être un soutien de façade. Ça doit être un élément qui est aussi inscrit de manière transversale dans les politiques. La difficulté avec une politique qui est inscrite de manière transversale, c'est que souvent, il y a de la responsabilité de personne. Donc, il faut à la fois une promotion de la digitalisation, il faut que ça soit combiné, à mon sens, à une formation de qualité en termes de formation initiale pour les différents professionnels.
Il faut mener aussi, je pense, des partenariats avec les experts qui ont mené des initiatives privées et qui ont une expertise particulière pour pouvoir aller chercher l'expertise là où elle se situe. Et il faut donner les moyens aux hôpitaux pour que les hôpitaux ne soient pas des redistributeurs des inégalités initiales des personnes et des patients. Et donc, effectivement, il faut des politiques publiques qui sont ambitieuses, mais le paradoxe pour moi, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que ça soit transversal. Et jusqu'à présent, les politiques transversales ont vraiment une fragilité, c'est qu'elles ne sont du ressort de personne parce que du ressort de tout le monde. Donc je n'ai pas de réponse, mais j'ai plus ou moins une idée de ce que je souhaiterais moi personnellement, mais il faudra trouver un modèle qui permette de rencontrer ces aspects-là. Très bien, mais en tout cas déjà très inspirant. Alfred, vous êtes un peu notre représentant ce soir du monde entrepreneurial dans la santé. Est-ce que le pouvoir politique est suffisamment à l'écoute? Est-ce que vous sentez une part prenante dans l'écosystème? Est-ce qu'il y a vraiment voilà, cet échange de vues? Est-ce qu'on tient compte de votre avis, ou est-ce qu'on vous donne suffisamment les moyens, vous et d'autres, que de vraiment réaliser vos ambitions? C'est une question qui... C'est enregistré. Oui. qui mène à une autre question, qui est que récemment, dans le spectre des sociétés, des start-up belges et surtout wallonnes, nos collègues, beaucoup ont fait faillite. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'on prend en compte nos besoins ou le besoin de ce secteur d'évoluer, si le constat est que sur la plupart des sociétés qui sont actives dans le domaine, beaucoup font faillite après 3, 4, 5 ans de vie? La conclusion est qu'il n'y a pas assez qui est fait pour que ce secteur vive et se développe. Nous avons fait l'expérience du système belge, mais aussi du système français. Donc nous avons suivi la procédure qui a été mise en place par l'INAMI pour évaluer les systèmes d'accompagnement de patients, les systèmes de santé digitale, pour amener à leur remboursement. Et nous avons fait le même exercice en France. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre société a un certificat pour le remboursement de notre application dans 4 pathologies, alors qu'en Belgique, on n'est nulle part. Alors on peut se poser la question, quelle est la procédure et qui la met en place? Est-ce que l'INAMI, ben voilà, ça c'est une question qu'il ne faut pas enregistrer, est-ce que l'INAMI est outillé pour définir les procédures et évaluer des applications digitales, alors que si on va en France, il y a une agence du numérique en santé qui est créée, qui met en place les procédures et évalue les applications et leur donne le certificat de compatibilité par rapport à ces exigences-là. Donc quelque part, il y a un modèle similaire en Allemagne. Et donc, un pays n'est pas l'autre, mais voilà, je pense qu'en Belgique, on est loin du compte. Après, nous, 5-6 ans de vie, on en est encore à ne pas avoir le bout du tunnel par rapport au financement de nos applications en Belgique. Et donc, on le compare à d'autres pays comme la France, où on a obtenu ce certificat. C'est flagrant. D'accord. Peut-être vous faire réagir, Giovanni, puisque apparemment il y a quand même pas mal d'entrepreneurs, d'idées innovantes sur nos terres, mais qui au bout de quelques années se cassent un peu la figure, semble-t-il. Je ne sais pas si c'est une thématique dans le cadre, puisque je rappelle que vous coordonnez le groupe de travail fédéral AI for Health. Est-ce que ça, c'est une problématique qui est abordée? Alors, le groupe de travail va devoir être redynamisé suite aux nouvelles élections, bien évidemment. Il suffit d'avoir un bon soutien du public pour avancer plus loin. Et bien évidemment, avec les élections en période d'incertitude, les travaux sont en pause. Ce que je vais dire, puisque nous sommes enregistrés, c'est que l'adoption de la santé digitale en Belgique est un travail de groupe qui est malaisant. Il y a 5 étudiants dans le travail de groupe. Il y a le citoyen. Le citoyen, il dit moi, je vais où vous me dites. Je fais ce que vous me dites de faire.
je veux bien tout faire, mais il faut m'expliquer, hein, parce que j'ai rien compris à la matière. 80% des citoyens ne savent pas ce que c'est une donnée de santé. On parlait de littératie en santé, donc ça, il faut travailler. Il y a les professionnels de santé qui sont tous motivés. Ouais, on va mieux soigner les patients, donnez-nous les outils, on travaille. Et il y a les industriels, ils disent oui, nous avons les outils, allez, on y va, on travaille. Il y a les académiques, nous, on va faire la recherche, on va soumettre des projets. Et puis, il y a le public. Et Je crois que le non-verbal parle pour lui. Ouais. Et on a tous fait des travaux de groupe. On sait qu'il y a toujours, qu'il y a toujours des problèmes dans les travaux de groupe. Et actuellement, l'adoption de l'IA de la santé digitale est compliquée. Il faut dire ce qui est. Le public a avancé énormément sur la question. Nous sommes passés d'une législature où l'IA en santé était quasi, l'adoption de la santé digitale était quasi un tabou. Nous sommes passés à tout de même financer des projets publics d'envergure, des appels à projets avec beaucoup d'argent du fédéral qui a été mis et à la fois de la région qui a été mis pour financer des projets à la fois de recherche, à la fois d'adoption, etc. Nous avons quand même sensibilisé les hôpitaux. Ben voilà, écoutez, il y a potentiellement de l'argent public à prendre, donc activez-vous dans ce domaine. Résultat, pendant cette dernière législature, les hôpitaux se sont sensibilisés à la santé digitale, savent que c'est un domaine avec un enjeu d'avenir et donc ils se sont investis. Et donc il y a plein d'avancées positives. Maintenant, il faut consolider notre position, il faut consolider le remboursement des applications, il faut consolider la validation des initiatives, il faut consolider la formation des professionnels, il faut soutenir et accompagner les institutions de soins et on va réussir notre coup. Il nous manque que ça. Et tout le reste a déjà été fait. Et donc, on est sur la bonne voie. Très bien. Bah, écoutez, je propose alors de faire un dernier tour de table avec une question que je pose à chaque table ronde, à chaque soirée débat, c'est si vous aviez une baguette magique, une recommandation en matière de digitalisation dans les soins de santé, qu'est-ce qui vous semble être la priorité, qu'est-ce que vous pourriez changer rapidement, ou en tout cas, voilà, si le monde des possibles était ouvert. Delphine, je me tourne vers vous. Moi, je pense que je mettrais en place, durant les heures de travail, à l'hôpital, ce qui n'est pas simple, des modules en e-learning et en présentiel sur la digitalisation pour déjà partager un langage commun et ensuite pour permettre à ceux qui souhaitent approfondir, d'approfondir, ceux qui ont par exemple un lien direct avec le patient, d'approfondir, ceux qui peuvent faire de la recherche, d'approfondir. Parce que par rapport au projet de recherche, notamment quand il faut aller chercher, quand on a la possibilité d'aller chercher de l'argent, il y a souvent une réticence parce que les professionnels ne se sentent pas forcément légitimes pour monter des projets, ou en tout cas n'ont pas forcément du temps. Et donc je crois que je créerai une plateforme qui permet de donner la formation, la sensibilisation et les outils méthodologiques pour monter des projets digitaux, mais en assurant que la première étape, ce serait d'assurer à tout le monde un langage commun pour savoir de quoi on parle. Merci. Même question pour vous, Alfred. Si j'avais une baguette magique, chaque médicament qu'on prescrit, je prescris une application avec. Giovanni? Si j'avais une baguette magique, je mettrais en place une banque pour financer tous les projets que les hôpitaux ont en termes de digital. Et n'oublions pas, parce que nous ne les avons pas cités ce soir, mais pour les médecins généralistes, parce qu'à ce stade, eux et d'autres acteurs de la première ligne restent sans outils et sans perspective claire pour adopter ces nouvelles technologies, alors que c'est chez eux que les patients vont en premier. Tout à fait. Très bien, mais écoutez, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à cette soirée débat.